Bonjour, donc je m'appelle Florent Gomard, je suis formateur au CREPS Bourgogne-Franche-Comté, professeur de sport, et donc cette première visio est pour vous parler, vous présenter la préparation au concours du professorat de sport, donc concours 2026, hein, pour vous expliquer toutes les démarches, l'organisation de la préparation qu'on propose, etc., etc., et répondre aux questions si vous en avez. Alors, je vais organiser cette présentation, une première présentation en plusieurs étapes. Tout d'abord, je vais euh, réexpliquer plus exactement ce qu'est le professorat de sport. Pardon. Ensuite, j'enchaînerai sur les épreuves pour devenir professeur de sport, hein, puisqu'il s'agit d'un concours, donc quelles épreuves on doit passer. Ce qui m'amènera ensuite à vous présenter la formation telle qu'elle est conçue pour finalement réussir, ou en tout cas avoir le maximum de chances de réussir ces épreuves et donc ce concours. Donc tout d'abord, le professorat de sport, c'est quoi? Le professorat de sport, le professeur de sport est un agent de la fonction publique d'État, catégorie A, donc de la fonction publique, euh, et il peut exercer plusieurs fonctions différentes. Alors tout d'abord, on a les conseillers d'animation sportive. Donc ça, ce sont les fonctionnaires qui exercent leur métier de prof de sport dans les services de l'État. Services de l'État que sont les DRAGES au niveau régional ou les SDJES au niveau des départements. Donc deux types de services de l'État. Et donc ces agents, hein, sont là pour organiser, réglementer, développer le sport à l'échelle de leur territoire. Dans les SDJES, les profs de sport donc, sont directement en contact avec les clubs. Ça va être notamment de la visite pédagogique dans les établissements d'APS. Ça va être notamment les cartes professionnelles, hein, répondre aux cartes, faire les cartes professionnelles des éducateurs sportifs, etc., etc. Et évidemment, toutes les politiques publiques du ministère, hein, qui sont ensuite appliquées au niveau des départements. Dans les DRAGES, donc au niveau régional, il va y avoir deux pôles qui vont accueillir des profs de sport. Il va y avoir le pôle sport et le pôle formation. Alors, au sein du pôle sport, là aussi, ça va être les politiques sportives du ministère qui vont être appliquées en région, déclinées dans la région dans laquelle est le professeur de sport. Ça va être la prévention des violences dans le sport, ça va être toutes les politiques publiques de l'ANS, hein, de l'Agence nationale du sport, avec les subventions ANS et les dispositifs d'aide à l'emploi, etc. Et puis, sur les équipements aussi, hein, l'accompagnement des collectivités sur les équipements. Et puis, donc j'ai parlé du pôle sport, et donc il y a également le pôle formation. Donc des profs de sport sont au pôle formation, qui lui habilite les organismes de formation qui souhaitent mettre en place des formations jeunesse et sport. Donc que ce soit des BP, des BPGEPS, des EGEPS, des ESGEPS, etc., hein. Donc toutes ces formations jeunesse et sport qui sont sur ce territoire régional vont faire une demande d'habilitation au service de l'État, la DRAGES, et donc en face, c'est un prof de sport qui va étudier le dossier. Il va faire ce dossier-là, mais il va être également président de jury, il va être également accompagnateur, conseiller auprès de tous ces organismes de formation qui souhaitent mettre en place des formations professionnelles. Donc voilà, ça c'est le métier des CAS, les conseillers d'animation sportive. On a également des CTS, conseillers techniques sportifs. Donc là, ce sont des profs de sport dont leurs missions vont être placées auprès d'une fédération. Donc après, à l'échelle nationale, ce qu'on va appeler les conseillers techniques nationaux, ou à l'échelle régionale, les CTR, les conseillers techniques régionaux. J'ai envie de dire, peu importe. Ils sont tous donc placés auprès d'une fédération avec une hiérarchie bien établie entre la hiérarchie qui reste la DRAGES dans leur lieu d'affectation et une hiérarchie fonctionnelle avec le directeur technique national.
Donc les CTS vont avoir, eux, pour mission, ça peut être l'entraînement, hein, des entraîneurs d'équipe de France, ça peut être des entraîneurs de pôle, vont être coordonnateurs de pôle, pôle France, pôle espoir. Ils vont également être en coordination de l'équipe technique régionale, par exemple, hein. Quand ils sont plutôt CTR, ils vont être les coordonnateurs de l'ETR. Alors, l'ETR, selon les disciplines sportives, hein, ça peut recouvrir l'arbitrage, ça peut recouvrir le développement, ça peut recouvrir la formation, évidemment, etc., hein. Donc, tous les techniciens vont être le coordonnateur de ces techniciens. Les CTR peuvent également être sur la formation, les CTR ou CTN, hein, les CTS, pardon, conseillers techniques sportifs, peuvent également être sur la formation, directeur de la formation ou coordonnateur de formation pour la fédération concernée. Donc voilà, donc ça va être toutes les missions donc, qui vont être définies par le DTN. Donc des missions qui peuvent être nationales, hein, pour les CTN, qui peuvent être régionales pour les CTR, et puis parfois et de plus en plus, des CTR qui vont avoir en charge la coordination, on va dire, régionale, avec quelques missions nationales sur de l'entraînement, de la formation ou d'autres choses, hein. Le plus souvent, désormais, on voit des CTS qui sont affectés régionalement, mais qui ont quand même des missions nationales également. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les formateurs. Les formateurs, ce sont donc des profs de sport qui sont placés dans un établissement. Donc, des établissements du ministère, on en a de deux types, hein. On a les établissements nationaux, par exemple l'INTEP, mais pas que, hein, l'École nationale de voile, l'École nationale de ski, sur l'équitation également. Bref, il y a quelques écoles nationales. Et puis, il y a les établissements régionaux, donc les CREPS. Donc, au sein des CREPS, on va avoir des profs de sport qui vont être formateurs. Formateur, c'est plutôt un statut, un intitulé. Les formateurs vont être coordonnateurs de formation. Donc, bon, là, le métier, c'est évidemment de faire le dossier d'habilitation et de recruter des intervenants, de faire le budget prévisionnel, etc., et de travailler sur la mise en place de la formation jusqu'à la certification des stagiaires qui vont s'inscrire. Et puis, plus récemment, il y a eu la création des MRP, les maisons régionales de la performance, qui sont rattachées à des établissements, donc au CREPS, au sein desquels on va trouver ce qu'on appelle les conseillers haute performance. Donc, les conseillers haute performance sont également des profs de sport, hein, qui ont ce statut de conseiller haute performance et qui, donc là, vont être sur toute l'action sport de haut niveau au sein de ces MRP, hein, donc l'accompagnement des sportifs, l'accompagnement des structures, etc. Et donc là, avec toutes les missions que ça peut englober. Donc voilà, ça, ce sont les grandes missions, les grandes activités que peuvent exercer les profs de sport, hein. Donc, je rappelle les CAS dans les services déconcentrés, que ce soit en DRAGES, en SDJUS, que ce soit les CTS auprès des fédérations, que ce soit au niveau national ou régional, les CTN, CTR, et puis les formateurs ou les conseillers haute performance, formateurs au sein de l'établissement qui peuvent être sur les formations, et les conseillers haute perf qui vont être au sein des MRP. Mais tout ça, ce sont tous des profs de sport. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un prof de sport peut très bien naviguer au cours de sa carrière d'une activité à une autre, d'une fonction à l'autre. Et j'en suis la preuve, puisque j'ai moi-même commencé ma carrière en tant que CTN, donc CTS placé auprès de la Fédération française de karaté. J'ai exercé ça donc, durant 5 ans, et puis j'ai fait une mutation qui m'a amené à devenir CAS, conseiller d'animation sportive au sein d'une direction régionale jeunesse et sport, hein, donc les enceintes de la DRAGES. Et puis, encore plus tard, j'ai redemandé une mutation et je suis devenu formateur au sein d'un CREPS. Donc, vous voyez, mais je suis toujours resté prof de sport et donc toujours avec un employeur qui reste, in fine, le ministère des Sports. Donc voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un prof de sport peut exercer l'ensemble de ses activités, de ses missions au cours de sa carrière. Pour autant, le concours que vous allez passer va impacter directement votre premier poste. C'est-à-dire, vous allez vous inscrire dans ce qu'on appelle les voies de concours, hein, donc il va y avoir plusieurs voies, je vais en parler. Et en fonction de la voie dans laquelle vous vous inscrivez, vous aurez forcément un premier poste dans telle ou telle activité
que je viens de citer. Et donc, j'en viens donc à ma deuxième partie sur les épreuves du concours. Les épreuves du concours vont donc dépendre de la voie. On appelle ça comme ça, c'est la voie de concours. Et donc, des voies de concours, il va y en avoir plusieurs. Tout d'abord, vous avez la voie des SHN, sportifs de haut niveau. Donc, il faut répondre aux conditions pour s'inscrire dans cette voie-là, c'est-à-dire être ou avoir été 3 ans inscrit sur des listes de sportifs de haut niveau, et je parle bien sportifs de haut niveau, hein, pas espoir, et avoir suivi une formation habilitée par l'INSEP. Sachez, entre parenthèses, que la formation du CREPS, Bourgogne-Franche-Comté, est une des formations habilitées, et donc, si vous suivez cette formation, il est possible de s'inscrire au concours SHN. Donc, première voie, les SHN. Deuxième voie, le CAS externe. CAS, donc conseiller d'animation sportive, en externe, et qui se différenciera de l'interne dont je parlerai après. Le CAS externe, donc là, les conditions pour s'inscrire, c'est avoir une licence TAPS ou équivalent, c'est-à-dire un DES GEPS performance sportive, hein, pas le DES directeur de structure, c'est le DES performance. Par exemple, il y a quelques autres exceptions de diplômes, mais c'est principalement la licence TAPS ou le DES. Et donc là, si vous avez ces diplômes-là, vous pouvez vous inscrire dans la voie CAS externe. Cette voie CAS externe impactera directement votre premier poste, qui sera forcément dans un service déconcentré, voire un établissement, un CREPS. Depuis ces dernières années, on a vu des gens issus du concours CAS qui ont pu obtenir leur premier poste, hein, le poste de prof de sport stagiaire, parce que votre première année, vous serez stagiaire, dans un établissement. Heu, pour ce qui concerne, ensuite la troisième voie, le CAS interne. Donc le CAS interne, c'est, comme son nom l'indique, pour les gens qui sont déjà au sein d'une administration publique depuis au moins 3 ans. Et donc là, pas besoin de diplôme, pas besoin de licence TAPS, pas besoin de DES. Par contre, il faut avoir exercé pendant au moins 3 ans, au sein de la fonction publique. Et donc là, vous pouvez passer le concours CAS interne. L'impact, comme le CAS externe, premier poste, ce sera ou un service déconcentré ou un établissement. Et puis, quatrième voie de ce concours, ça va être les CTS, conseillers techniques sportifs. Et donc là, il va falloir attendre de savoir s'il y a un concours CTS dans la discipline sportive que vous pratiquez, que vous espérez faire dans votre métier. Donc, ça, c'est un arrêté ministériel, hein, qui nous donnera les postes et puis les disciplines sportives concernées. Mais là, en l'occurrence, si vous vous inscrivez au concours CTS, eh bien, votre premier poste, ce sera en tant que CTS, donc placé auprès d'une fédération. Voilà. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, hein, dès le départ. Quand on s'inscrit, on sait qu'il va y avoir un impact sur le premier. Je n'ai pas parlé du premier poste du concours SHN, hein, la première voie, hein, donc je rappelle 4 voies: SHN, CAS externe, CAS interne, CTS. Sur le concours SHN, très souvent, les SHN choisissent d'aller dans leur fédération à eux, quoi. Enfin, voilà, s'ils sont sportifs de haut niveau en canoë-kayak, en tennis, en hand ou en judo, peu importe, mais très souvent, ils vont dans la fédération qui les concerne. Il est possible d'avoir des SHN qui font le choix d'aller dans un service déconcentré. C'est déjà arrivé. Donc voilà. Donc là, il y a un peu un choix. C'est une discussion à avoir avec le ministère, avec les ressources humaines du ministère pour cette affectation. Donc voilà. Donc j'en ai parlé, 4 voies. Et donc j'en viens maintenant aux épreuves qui concernent ces 4 voies. Donc les épreuves, lesquelles sont-elles? Lesquelles sont-elles? Vous avez, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce concours est en 2 parties. D'accord? Vous avez une première partie qui seront les écrits. D'accord? Vous allez faire vos écrits. Puis il va y avoir une première sélection. Certains vont être sélectionnés pour le deuxième tour, d'autres seront éliminés. Et la deuxième partie, ce sont des oraux.
Sur la première partie, les écrits, il y a deux écrits différents. Un écrit qu'on appelle une note stratégique et un écrit qui s'appelle l'écrit de projet. Euh, tout le monde ne fait pas tous les écrits. C'est-à-dire, sur les 4 voies que je vous ai citées, les SHN ne font qu'un seul écrit, c'est l'écrit écrit de projet. Les CAS externes font les 2 écrits. Les CAS internes font seulement la note stratégique. Et les CTS font les 2 écrits. Voilà. Donc je rappelle, 4 voies de concours, 2 écrits. Les SHN n'en font qu'un, c'est l'écrit de projet. Les classes externes font les 2. Les CTS font les 2. Les classes internes n'en font qu'un, la note stratégique. Ce sont 2 écrits qui durent 4 heures. Qui dure 4 heures, vous avez un sujet. La note stratégique va s'apparenter, se rapprocher de ce qu'on appelle une note de synthèse. C'est-à-dire que vous avez un corpus de documents, vous avez un sujet, et il va falloir proposer une note stratégique à son supérieur hiérarchique. Ce n'est pas une note de synthèse, puisque dans une note de synthèse, vous avez l'obligation de respecter strictement le contenu des documents, alors que la note stratégique du professeur de sport, vous pouvez vous appuyer sur les documents, mais vous pouvez apporter, par rapport à vos connaissances, vos appétences, vous pouvez apporter des compléments. Et l'idée, ça va être de proposer, par rapport à la problématique posée, de proposer des solutions à votre supérieur hiérarchique et de le convaincre dans les choix qu'il doit faire par rapport au sujet posé. Ça, c'est la note stratégique. Le deuxième écrit, c'est donc l'écrit de projet, où là, vous avez un choix à faire, c'est-à-dire que le jour J, vous allez avoir 3 sujets, un sujet développement du sport, un sujet formation, un sujet entraînement. Et donc un sujet qui sera donné. Et vous allez choisir. Mais vous allez choisir le jour J. Vous ne choisissez pas l'inscription, vous choisissez le jour J le sujet qui vous parle le mieux. Et là, vous aurez un projet à mettre en place, à développer, avec toute la méthode de projet qui va bien, le diagnostic, la définition des objectifs, la mise en œuvre, l'évaluation, le budget prévisionnel, etc., etc., etc. Bref. Donc, vous avez cet écrit de projet. Donc, comme je l'ai dit, vous faites vos écrits, ils sont corrigés, et puis certains vont être, parce que leurs notes vont faire qu'elles seront bonnes, vous ne connaîtrez pas vos notes, mais voilà, en tout cas, vous saurez que vous êtes ce qu'on appelle admissible, c'est-à-dire vous irez aux oraux, la deuxième partie des épreuves. Et donc là, les oraux, il y en a 3. Et là, quelle que soit la voie de concours, je répète, sur les 4 voies, tout le monde fait les 3 oraux. Là, c'est tout le monde pareil. Et donc, dans les oraux, l'oral 1, c'est un oral d'anglais. Donc, vous avez un texte qui est tiré au sort, vous le travaillez en amont, puis ensuite entretien avec l'enseignant, le jury, pardon. L'oral 2, c'est un oral d'expérience. Donc là, vous aurez un petit dossier à faire en amont, à déposer. Les jurys auront lu votre dossier sur vos expériences, vos compétences, etc. Et donc, vous ferez un entretien sur vos expériences, vos motivations, vos connaissances sur le métier de professeur. Et le troisième oral, c'est l'oral vidéo. Donc là, sur votre discipline sportive, hein, à bien choisir, hein, il faut que vous ayez une discipline sportive assez forte dans laquelle vous avez des connaissances plutôt poussées en entraînement. Vous aurez donc tirage au sort d'une vidéo, donc encore une fois sur votre discipline et votre spécialité. Vous pourrez la travailler un petit peu en amont et ensuite présentation devant les jurys où vous vous appuierez sur la vidéo pour faire des remédiations d'entraînement et proposer un programme d'entraînement pour améliorer la problématique. Là aussi, il y aura un sujet, en plus de la vidéo, il y aura un sujet qui sera posé et donc vous aurez des remédiations à proposer. Donc voilà, donc les 3 euros que vous ferez. Et donc au final, bah, on fera la moyenne des 5 notes ou des 4 notes, si vous avez fait un ou deux écrits, plus les 3 euros, avec quelques coefficients. Et donc on fera un classement. Et donc chaque candidat, selon la voie de son concours, donc les candidats du CAS externe, les candidats du CAS interne, les candidats SHN et les candidats CTS dans chacune des disciplines seront classés et donc bah, les premiers seront admis profs de sport. Et quand je dis les premiers, tout ça va dépendre du nombre de postes que le ministère va bien vouloir ouvrir au concours.
Donc là aussi, c'est un arrêté ministériel qui va, par exemple, dire: «Sur le concours 2026 du professorat de sport, on ouvre 10 postes en France sur le CAS interne. On ouvre 30 postes sur le CAS externe. On ouvre 6 postes sur le SHN», et cetera, et cetera. Et donc, on ouvre un poste en CTS basket, un poste en CTS gym et un poste en CTS hockey sur glace. Voilà. Bon. Et c'est ça. Et donc, il va falloir être dans ce chiffre-là, dans le classement. Une fois que c'est fait, ben, vous êtes donc admis au concours et donc vous serez nommé professeur de sport à la rentrée de septembre. Donc là, pour le concours 2026, le 1er septembre 2026, vous serez en poste fonctionnaire du ministère des Sports, prof de sport, affecté dans une DRAGES, dans un SDJES, dans un établissement ou auprès d'une fédération. Donc voilà, pour les épreuves, le métier, les activités et les épreuves. Et donc j'en viens au final à la préparation au concours du professorat de sport qu'on propose ici au CREPS Bourgogne-Franche-Comté. Alors je dis ici, mais finalement c'est un peu partout puisque cette formation est 100% à distance. 100% à distance avec des temps synchrones et des temps asynchrones. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces termes-là, le temps synchrone, c'est quand on est tous à faire la même chose au même moment, hein, de manière synchronisée, tous en même temps. Euh, L'exemple très simple à comprendre, c'est une visio. Voilà, vous avez un cours en visio, tout le monde est connecté devant son ordinateur au même moment et peut suivre la visio, interagir avec l'intervenant, etc. Et l'asynchrone, bah, par définition, hein, par contraire, l'asynchrone, c'est chacun va le faire au moment qu'il le souhaite. D'accord. Et donc, vous aurez des cours asynchrones également. Donc, il va y avoir les deux modalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est synchrone, en tout cas pour les visios, elles sont toutes enregistrées et disponibles en replay dès le soir ou le lendemain. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que tout ce que vous ne pouvez pas suivre en direct, vous pouvez, ça devient de l'asynchrone et vous pouvez le récupérer le soir, le week-end, le mois d'après. Peu importe, chacun s'organise dans sa préparation. Pour autant, je vais donner, donc c'est moi, Florent, le coordonnateur de cette formation, je vais donner un rythme à cette formation pour pas que, bah, parce que ça fait partie aussi du truc, c'est-à-dire pour pas avoir tout à faire au dernier moment. Et donc, moi, je vais rythmer cette formation avec bah, les visios synchrones, évidemment, mais également le travail asynchrone qui va être réparti tout au long de la formation sur les choses à faire. Donc, très souvent, moi, je mets des dates d'échéance qui sont les week-ends, hein, le samedi et le dimanche, c'est-à-dire avant dimanche prochain, il faudra faire telle ou telle chose, il faudra avoir tel ou tel cours, il faudra avoir regardé telle ou telle vidéo. Donc, ça va être tout au long de votre préparation, l'organisation. Il faut savoir également, alors là, je parle de la première partie, hein, puisque forcément, comme le concours va se faire en 2 phases, la préparation au concours, la formation va également se faire en 2 phases. Donc, la première, c'est la préparation aux écrits. Vous allez également avoir des épreuves blanches. Donc, des épreuves blanches sur les écrits, en tout, vous en aurez 6, 3 qui seront asynchrones et 3 synchrones. L'asynchrone, c'est quoi? C'est que je vais vous donner un sujet et avec une date butoir pour me le rendre. Euh, donc c'est très simple, hein, vous avez votre sujet et puis vous avez une date pour le rendre, c'est-à-dire le redéposer sur la plateforme. Et donc là, j'ai envie de dire, chacun a l'autonomie pour travailler en 4 heures, en 5 heures, en 6 heures, en 2 fois 2 heures, en 3 fois 2 heures, ou d'aller rechercher des choses sur Internet, de le faire un soir, puis de le refaire, de recommencer le lendemain, etc. Bref, vous vous débrouillez, chacun est autonome, mais il faut me le rendre avant la date butoir. Les écrits synchrones, par contre, eux, c'est on essaye de se mettre dans les conditions de l'examen. Donc les conditions de l'examen, c'est-à-dire que je vous envoie un sujet, donc moi je les programme des samedis matins, je vous envoie le sujet à 8 heures du matin, il faut me le rendre à midi. Donc là, c'est pas Internet, pas de téléphone, on s'enferme, on écrit avec un stylo, hein, on n'est pas sur l'ordinateur, et on répond au sujet pour se mettre dans les conditions de l'examen. Donc ça, ce sont les écrits synchrones. Euh, voilà. Donc j'ai dit, et après sur le contenu, les connaissances, je vous ai dit, il y aura des visios avec des intervenants qui sont pour la plupart des profs de sport, hein. On a plus de 80 intervenants différents sur les politiques publiques, sur l'entraînement, sur la formation, sur le développement des pratiques, sur la connaissance du milieu, etc., etc., hein, tout ce qu'il y a à savoir en fait pour
pour avoir les connaissances suffisantes, pour, répondre aux différents sujets des écrits. Et puis, vous avez aussi des cours asynchrones. Donc encore une fois, ça va être des parcours de formation qui seront sur notre plateforme, de formation, hein, qui est Moodle, où vous allez pouvoir suivre vous-même un cours et apprendre, prendre des notes et apprendre, différentes choses. Donc ces cours asynchrones, hein, sont constitués de documents, de questionnaires, de vidéos et cetera, sur, les différentes thématiques. Donc ça, c'est vraiment sur, ce que j'appelle l'expertise, hein, la connaissance, mais vous allez aussi avoir des contenus méthodaux, d'accord? Méthodologiques sur les épreuves, pour comprendre les épreuves. Donc là, que ce soit sur les 2 écrits, mais même après sur les oraux, vous aurez du contenu asynchrone et synchrone à chaque fois, méthodologique, pour comprendre comment on répond à ces épreuves-là. Parce que il faut comprendre la méthode des épreuves. C'est pas tout d'avoir la connaissance, c'est pas tout de savoir écrire. Il faut bien comprendre ce qu'attendent les jurys parce qu'il y a des choses à comprendre, dans la méthode pour répondre à ces épreuves. Donc évidemment, il y aura du contenu méthodaux. Et puis le dernier petit point, il y aura, également ce que j'appelle les visios de régulation. La régulation, c'est quoi? C'est en fait des visios qui se font systématiquement avec moi où, en fait, on est là pour discuter tous ensemble du concours, de votre préparation, de vos problèmes, de vos coups de blues des fois, des problèmes techniques aussi parfois. Il y en a, ils me disent: «Florent, là, sur la plateforme Moodle, tu nous as donné des choses à faire, je vois pas où c'est, je sais pas où déposer ma copie, je sais pas comment ça fonctionne. Quand je clique, ça fonctionne pas». Bref, tous ces petits problèmes qui peuvent vous parasiter dans votre préparation, eh bien, on les règle sur ces, visios de régulation que j'organise à peu près tous les 15 jours où, voilà, je suis disponible. Moi, j'apporte quelques éléments parce que parfois j'ai des petits éléments un peu nouveaux et puis, j'alimente et puis, voilà, on discute et on fait ces régulations qui rythment là aussi la préparation parce que moi, ça me sert à faire le point avec vous, savoir où vous en êtes dans votre préparation. Donc ça, c'est la première partie. Sur la deuxième partie des oraux, on reprend évidemment, les visios méthodologiques, les cours asynchrones sur la méthodo, quelques cours également asynchrones sur, des connaissances de certaines choses, travailler des textes en anglais, des contenus pour, faire son dossier pour l'oral 2 également, des contenus également, sur la performance pour la vidéo, hein, c'est important d'avoir quand même des connaissances suffisantes en entraînement et puis dans toutes les on va dire les sciences qui entourent l'entraînement, hein, prépa physique, donc anatomie, biomécanique, physio, évidemment et puis, enfin bref, tout un tas de choses qui sont liées à la performance sont importantes que vous ayez, donc ça, vous aurez des contenus asynchrones et puis il y aura les oraux blancs. Donc les oraux blancs, ce sont, du face à face avec des jurys, donc toujours en visio, hein, évidemment, on est en 100 distance. Les face à face avec le jury et là, vous en aurez 3 par épreuve, donc 9 en tout. Il y a 3 oraux, hein, donc vous aurez 3 oraux blancs, en anglais, 3 sur, l'oral 2, l'oral d'expérience et 3 sur la vidéo. Et donc là aussi, hein, je vous expliquerai un peu plus en détail les modalités, mais vous aurez des sujets qui sont donnés, un peu de travail en amont et puis, l'exercice, ensuite. Hem, voilà. Voilà sur cette préparation. Heu, bon et puis un certain nombre de petites choses, complémentaires, évidemment, moi je vous abonne à un certain nombre de newsletters pour se tenir informé des actualités, du ministère. Et puis si une autre chose importante, que je propose désormais un petit peu en bonus, hein, pour ceux qui ont envie, c'est que je forme des groupes de travail qui sont suivis par des coachs. Alors, mais les coachs, c'est qui? Ce sont des gens qui ont passé le concours il y a peu. C'est-à-dire qu'ils ont encore, assez frais dans leur tête, les difficultés qu'ils ont rencontrées quand, ils étaient à votre place, quand ils se préparaient, quand ils ont passé le concours. Et donc ils sont là pour, vous aider, alors que ce soit individuellement ou collectivement au sein du groupe. Mais en tout cas, ils accompagnent un certain nombre de choses, répondent à un certain nombre de choses, des questions que vous pouvez avoir. Voilà, donc cette formation, cette préparation au concours, donc 2026, démarrera fin ou mi-octobre. Je n'ai plus la date en tête. Attendez, je vous dis ça. Ce sera la semaine avant les vacances de la Toussaint. Heu
donc, alors attendez, tac, tac, vacances scolaires, donc je pense le 13 octobre, voilà, début de la formation 13 octobre. En sachant que si certains, s'inscrivent, tôt, tout ce qui est asynchrone est déjà disponible. C'est-à-dire que moi, je démarre, on va dire, le la visio de lancement, la première visio de lancement sera le 13 octobre, mais tous ceux qui s'inscrivent dès, le 15 août, moi, je leur donne accès à la plateforme et ils ont déjà énormément de contenu asynchrone. C'est-à-dire que le contenu asynchrone que je vais donner tout au long de la formation, en fait, il est accessible dès le début. Donc, si certains veulent anticiper et commencer à se préparer, dès le mois de septembre, aucun souci, je vous y inscris et puis c'est parti, quoi. Et le début de la formation, 13 octobre. Fin de formation, je ne peux pas vous dire parce qu'on attend les dates du concours 2026. Hein. Ça, je suis dépendant des dates de concours. Donc, ça, c'est le ministère qui organise. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que toutes les visios sont organisées entre midi et 2. C'est-à-dire qu'en général, je fais 1 heure et demie, je fais jamais plus parce qu'on décroche, parce que c'est pas facile hein, en visio de rester attentif plus longtemps que ça. Donc c'est 1 heure et demie max. En général, ce que je demande aux intervenants, c'est de faire 1 heure de descendant et ensuite questions-réponses, ou alors ça se fait au cours hein, aussi, après peu importe. Hein. Mais voilà, c'est 1 heure et demie max. Et donc, en général, c'est programmé de 12h30 à 14h. Voilà. Comme ça permet à tous les gens qui sont salariés, qui ont une autre activité, bah, de se rendre disponibles voilà, en mangeant. Et puis, hop, on écoute ou on regarde la visio entre midi et deux. Voilà, les seules exceptions, c'est les cours d'anglais, puisque, il y a une prof d'anglais qui, dès le début, hein, pas seulement sur la prépa des oraux, mais dès le début, dès le mois d'octobre, vous proposera des cours collectifs. Donc là, cette année, les cours collectifs, avec la prof d'anglais qui s'appelle Blandine, c'était les mercredis matins de 8h30 à 9h30. 1 heure par semaine. Donc là, on verra, peut-être ça ressemblera à ça, mais je vous tiendrai informé lorsque j'aurai vu avec Blandine comment elle veut s'organiser pour l'année prochaine. On est encore un peu tôt pour programmer. Voilà, donc j'ai dit, formation qui démarre au 13 octobre. Les inscriptions, je pense, à partir du mois de juin, hein, juin 2025, début des inscriptions possible. La formation coûte 750 euros de frais PEDA auquel il faut rajouter 50 euros de frais administratifs. C'est-à-dire quand vous vous inscrivez en ligne, vous avez tout de suite à payer avec votre carte bleue hein, sur la ligne, en ligne, 50 euros de frais administratifs pour que le secrétariat se mette en route et vérifie vos documents. Peu de documents à mettre en place parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de documents pour valider votre formation. Mais le plus important, c'est ce qu'on appelle le devis valant convention, qui est votre engagement à suivre et à régler la formation, donc qui est de 750 euros. Possibilité de financement par les OPCO, hein, pour ceux qui sont salariés du secteur sport par l'AFDAS. Si besoin de documents complémentaires par rapport à l'OPCO, on vous les fournit. Hein, vous n'hésitez pas de nous contacter, moi ou l'assistante qui s'appelle Emmanuel G. Que vous retrouvez ses coordonnées sur le site internet. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et ben, écoutez, je vous souhaite tous à bientôt.